Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Carl Gustav Jung, psychiatre, fin 19e, début 20e. En introduction de cette vidéo qui va avoir pour sujet l'inconscient, vaste sujet ô combien je trouve important, justement cette prise de conscience de notre inconscient et de tout ce qui va en résulter de cet inconscient et un petit peu la manière dont il peut gérer notre vie de manière automatique avec les bons et les mauvais côtés. Cette vidéo va avoir pour point central Carl Gustav Jung, donc comme je vous l'ai dit, psychiatre suisse, contemporain de son homologue Freud. Voilà, ce sont deux grands psychiatres qui ont beaucoup étudié justement les côtés inconscients, le psychisme, tout ce qui a trait à la psychanalyse humaine. Et bon, il a fallu choisir un camp, et m'étant documenté un petit peu sur les deux, j'ai plus d'affinité, j'ai plus de sensibilité avec Jung, qui je trouve ses travaux sont allés plus loin et il s'est ouvert à beaucoup d'autres choses que Freud, même si Freud, ses travaux sont tout aussi bien, mais pour simplifier, Freud est vraiment resté dans une vision où, en gros, alors c'est très simplifié, et si vous voulez vous documenter sur Freud, faites-le. Je vous invite, moi en tout cas, j'ai plus de sensibilité avec Jung et je vous invite à vous documenter plus sur Jung que sur Freud. Il a fallu choisir un camp, mais en gros, Freud va avoir plus une vision assez simple où pour lui, tout est une question de pulsion sexuelle et attrait à la sexualité chez l'homme. Jung n'était pas contre ça, mais il pensait qu'il y avait plus que ça. Et ils ont été amis très proches pendant un certain temps. Et puis au bout d'un moment, le fait que Freud reste un petit peu sur ses bases et ne veuille pas forcément évoluer, et Jung ayant envie d'explorer plein d'autres domaines, ils sont un petit peu brouillés, ils sont un petit peu fâchés. C'en est resté là de leur amitié. Et je vous invite à voir un film que j'ai vu et que je trouve très bien. Ça reste un film, ça va être un petit peu romancé, etc. Mais ça s'appelle A Dangerous Method, donc qui est sur la vie de Carl Gustav Jung, et on y voit Freud aussi. Et en interprète, on a Michael Fassbender qui joue le rôle de Carl Gustav Jung, et son homologue Freud est joué par Viggo Mortensen, donc personnel, mais je trouve que c'est deux très bons acteurs, donc le film est vraiment bien. Il y a Keira Knightley aussi qui joue une des patientes de Jung, tiré d'une histoire vraie de la vie de Jung. Donc film très intéressant qui va expliquer un petit peu certaines choses, développer un petit peu certains principes, donner une certaine vision. Ça reste un film, donc je pense qu'ils se sont permis certaines choses, mais en tout cas c'est une bonne base et je vous invite à vous documenter sur Jung de plein d'autres manières. Il y a des livres audio, beaucoup de gens se sont intéressés à son œuvre qui est très prolifique, très volumineuse. Jung a beaucoup écrit à différents niveaux, sur différents sujets, sur différents thèmes. Il était très productif. Une pensée décrite en arborescence. En tout cas, il y en a qui ont travaillé dessus et qui ont fait un petit peu une version un petit peu diluée. Vous les trouverez en livre, vous les trouverez en livre audio, etc. sur différentes plateformes. En tout cas, vraiment, je vous invite à vous documenter sur la vie de Carl Gustav Jung. Donc, alors, notre fameux conscient, inconscient. Donc, en fait, on est régi par ces deux mouvements dans notre corps. On a une partie consciente, nos pensées, comme l'aurait dit Descartes, je pense donc je suis. Donc cette partie où l'humain pense qu'il n'est que ça, que sa pensée consciente, ses émotions conscientes, ses idées conscientes, etc. Mais il semblerait que comme un iceberg, c'est souvent l'image qui est reprise pour décrire le conscient et l'inconscient, la partie émergée, donc la partie au-dessus de l'eau serait le conscient, et la partie immergée, la partie sous l'eau, serait l'inconscient. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis, sur un iceberg, la partie inférieure, donc sous l'eau, est en règle générale à peu près 3 fois supérieure à la partie au-dessus. Donc, plus la partie au-dessus est grande, plus la partie en dessous va être grande également pour équilibrer et le fait que l'iceberg puisse rester à flot et ne tourne pas perpétuellement sur lui-même, etc. Ça crée une sorte d'équilibre. À l'instar, l'humain est un petit peu de la même manière.
C'est-à-dire, ok, on a un conscient et l'humain en est très fier de ce fameux conscient. Il s'identifie beaucoup grâce à ce fameux conscient. Je pense, tout ce que je pense, c'est moi qui l'ai créé. Tout ce que je pense, ça vient de moi. Enfin voilà, cet ego qui est parfois un petit peu mal placé, alors que on est plus inconscient qu'autre chose. Et le but un petit peu d'une série de vidéos sur des principes psychologiques, des études comportementales, etc., ça va être un petit peu de vous faire prendre conscience de cet inconscient, des comportements inconscients qu'on a tous. Et ça, c'est décrit par Jung. C'est cette notion que l'humain naît d'une certaine manière avec des programmes inconscients, des programmes préinstallés dont il n'est pas forcément conscient. Et un des buts, entre autres, pas que celui-là, mais dans la vie, serait peut-être d'une certaine manière de rendre un petit peu conscient des principes inconscients, justement, le mettre en lumière, le mettre en avant pour une fois qu'on a vu quelque chose, c'est difficile de l'oublier, ou du moins on en garde toujours une trace, parce que c'est aussi ça la chose magnifique avec l'inconscient, c'est que du moment où vous naissez jusqu'au moment où vous mourrez, votre inconscient a cette capacité de garder comme un disque dur tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce dont vous avez été témoin visuellement, auditivement, émotionnellement, etc. Il en garde une trace, il en garde une mémoire. Après, on l'oublie de manière consciente, mais c'est un petit peu le but, par exemple, de l'hypnose, de certaines méthodes d'hypnose, c'est de faire remonter de notre inconscient à notre conscient, tout simplement, par la relaxation, par différents biais hypnotiques, etc. Car notre inconscient, comme un disque dur, garde tout de notre naissance jusqu'à notre mort. Et d'après même les travaux de Jung, entre autres, c'était sa vision, une vision auquel j'adhère, un petit peu à la manière de Jung, qui son enfance a été bercée par beaucoup de religions, beaucoup d'une certaine forme de spiritualité. Il allait même au-delà et disait qu'on naissait tous d'une certaine manière avec des traces d'éventuelles vies antérieures. Moi, par le biais de mon éducation, j'ai été d'une certaine manière conditionné, éduqué dans ce sens-là, que cette notion de réincarnation possible, de vie multiple, c'est pas propre à moi, c'est connu dans beaucoup de religions aussi, Le bouddhisme, le christianisme est aussi un peu basé là-dessus, sur le fait de la réincarnation, de revivre à l'instar un petit peu à sa manière Jésus a pu le faire pour les chrétiens. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est plutôt connu maintenant. Après, on y adhère ou on n'y adhère pas, peu importe. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai une certaine sensibilité et je trouve les travaux de Jung intéressants parce que moi, j'ai été bercé un petit peu là-dedans. Et ça va un petit peu avec mes croyances personnelles. Ce fait d'avoir des programmes préinstallés liés à l'espèce humaine et voire même des programmes préinstallés de vie éventuellement antérieure en fait. Donc on est très tous avec d'une certaine manière déjà des choses présentes en nous liées à notre espèce même et liées à notre individu, à notre incarnation, réincarnation personnelle. Et donc d'une certaine manière, on conditionne notre inconscient depuis notre plus jeune enfance, par le biais de notre cellule familiale, par le biais de nos parents, de l'atmosphère, des conditions dans lesquelles on se développe, on grandit depuis le fœtus in utero jusqu'à le bébé extra-utérin et après notre croissance, notre développement à différents niveaux. On conditionne au fur et à mesure notre inconscient, notre cerveau, par le biais justement de notre éducation familiale, environnementale, par le biais de l'école, par le biais de la société, toute forme de conditionnement en fonction de notre pays aussi, en fonction de la région dans le monde dans lequel nous grandissons, nous n'avons pas forcément les mêmes mœurs, les mêmes conditionnements. Et donc, chaque individu, d'une certaine manière, va être un petit peu unique à ce niveau-là, au niveau de son conditionnement inconscient. Et ne prenez pas le terme conditionnement de manière négative, c'est comme ça, on y est tous sujets, j'y suis sujet, vous y êtes sujet. Après, par le biais de certaines connaissances, à savoir un petit peu de quelle manière nous sommes conditionnés, le but étant d'apprendre à se connaître pour savoir un petit peu d'où viennent potentiellement certaines réactions, certaines pensées, certaines attitudes, d'où nous viennent certaines choses que l'on peut exprimer de différentes manières. Est-ce que ça vient de notre environnement dans lequel nous avons grandi, que ce soit familial,
sociétal, régional, etc. Est-ce que ça vient de quelque chose propre à l'espèce humaine? Je trouve ça, en tout cas, c'est un domaine très intéressant. On peut en apprendre vraiment beaucoup sur nous-mêmes par le biais justement de cet inconscient conscient, mettre un petit peu en lumière notre inconscience. Pour schématiser un petit peu, alors c'est simplifié, mais c'est pour vous donner une image. Notre cerveau conscient serait situé donc en avant, c'est notre cerveau antérieur, hein, ce qui nous différencie du reste des mammifères et du reste du règne animal, c'est ce développement plus marqué de notre cerveau antérieur. C'est là où siège un petit peu notre conscient. C'est là où on va avoir le cerveau limbique, le cerveau des émotions, en partie, hein, et donc notre cerveau postérieur, qui serait plus le cerveau justement inconscient, avec tout ce qui va être gestion autonome. Et c'est pour ça, ne pas avoir peur de notre inconscient. Notre inconscient, il a de très bons côtés, à savoir que c'est lui, par exemple, qui gère un petit peu tout ce qui est réaction physiologique dans tout votre corps, processus de construction, déconstruction, processus de gestion de votre température, de votre pH, enfin voilà, des milliers de processus au niveau cellulaire, etc. Tout ça, d'une certaine manière, est géré par votre inconscient, votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire, votre pression artérielle. Donc voilà, n'ayez pas peur de votre inconscient, ce n'est pas un monstre, c'est votre ami, mais comme chaque ami, il faut apprendre à le connaître, il faut apprendre à s'intéresser un petit peu à lui pour apprendre à justement à mieux le connaître en s'intéressant à lui, en sachant un petit peu comment il fonctionne. Et le but étant de cette vidéo qui vont plutôt avoir attrait justement à des phénomènes inconscients présents chez l'humain, d'apprendre un petit peu à connaître cet ami inconnu, cet ami dont on n'a pas forcément besoin de s'occuper pour qu'il puisse gérer un petit peu tout le reste de notre corps. Et je vous dis, il en gère beaucoup, notre inconscient, des milliers, des millions de processus. Tout dépend l'échelle à laquelle on se réfère, si on compte en secondes, en minutes, en heures, en jours. Voilà, il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de processus en fonction de cette fameuse échelle de temps. Merci à notre inconscient, merci à lui de gérer un petit peu tout ça et de nous faciliter la vie, parce que si on devait s'occuper de tout ça de manière consciente, eh ben on pourrait plus faire grand chose d'autre, parce que des processus, il y en a vraiment énormément. Donc merci à lui, qui permet à mon cerveau conscient de gérer autre chose, de m'occuper de mes émotions, de m'occuper de mon quotidien, de m'occuper de plein de choses d'autres. Pour décrire un petit peu brièvement les travaux de Jung, mais bon, là, ça pourrait faire une vidéo très très longue, mais je vais essayer de vous synthétiser et vous donner un petit peu l'envie, peut-être de vous documenter un petit peu plus sur son œuvre, sur sa vie, sur ses travaux. On lui doit beaucoup, donc notamment cette notion d'inconscient collectif auquel on serait tous sujets. Un de ses principaux travaux, c'est aussi à lui qu'on doit, par exemple, les profilages très à la mode en ce moment, ENTP, ISTP, tous les EIN, ES, etc. C'est à lui, en tout cas, beaucoup se sont inspirés de ses travaux pour un petit peu créer ces différents types de profils et qui en sortent différentes personnalités, différents points forts, points faibles. Donc ça, beaucoup basé sur les travaux de Jung. Alors, est-ce que Jung lui-même ne s'était pas inspiré d'autres travaux de d'autres personnes précédentes? Pourquoi pas? On pourrait aussi parler de Platon, avec cette notion aussi d'inconscient. Je trouve que l'image de la caverne de Platon, avec ces images d'ombres projetées que nous voyons, c'est aussi une belle métaphore pour notre inconscient, de notre conscient, etc. Mais ce sont toujours des ombres projetées. Le parallèle, l'allégorie de la caverne de Platon. Pour Jung, revenir à Jung, on lui doit aussi le travail sur les phénomènes de persona, de personnages, où on enfile tous au quotidien des masques, on a tous à notre portée différents masques, différentes personnalités qu'on va utiliser en fonction de la situation dans laquelle on est, en fonction des personnes avec qui l'on est. On y est tous sujets, on le sait tous en fonction de là où on est, avec qui l'on est, dans les conditions dans lesquelles on est mis, on ne va pas forcément réagir de la même manière. Voilà, ça avait été mis un petit peu en avant par Jung, entre autres. D'autres choses que je trouve intéressantes, c'est cette notion un petit peu que lui va appeler d'illumini. En gros, on est tous mus par une certaine foi intérieure. On doit tous répondre d'une certaine manière à des questions d'ordre
philosophiques, voilà, sur quel est le but de notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on est là. Des questions d'ordre plutôt donc spirituelles, religieuses, philosophiques, appelez ça un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas, on y a été tous peut-être plus ou moins sujets. C'est vrai que il va y avoir des moments dans la vie où on va avoir ce type de questionnement, pour en avoir déjà parlé avec plusieurs personnes, qu'ils me soient plus ou moins proches, amis, famille, clients divers et variés. Il y a des événements marquants dans la vie qui vont nous pousser un petit peu à nous poser ce genre de questions un petit peu d'ordre personnel. Ça va être le décès d'un proche, quel qu'il soit, quelqu'un à qui on était très attaché émotionnellement, perte d'un être cher. La maladie aussi va avoir un petit peu ces effets-là, le fait d'avoir un petit peu peur de la mort, ces questionnements par rapport à une maladie qui peut potentiellement nous causer la mort, une rupture amoureuse. Souvent, c'est causé par un choc émotionnel, et ce qui nous fait poser, voilà, un certain nombre de questionnements d'ordre plutôt religieux, d'ordre plutôt spirituel. Et même ceux qui nous diront moi je ne suis pas religieux, moi je ne suis pas spirituel. Alors il y en a toujours, il y en a surtout aussi des fois qui ne veulent pas se l'avouer, qui préfèrent mentir, même si on sait très bien que l'humain n'est pas menteur. Bonne petite blague au passage, il y en a qui ne préfèrent pas se l'avouer, et il y en a qui ne sont pas religieux, ils n'ont pas de croyance, ils sont athées, mais ils vont avoir la religion de l'argent, du paraître, des croyances diverses et variées de l'ordre du matériel. Alors oui, ils ont peut-être pas de religion spirituelle, quelle qu'elle soit, mais ils ont une religion très matérielle avec beaucoup de croyances liées à l'argent, au pouvoir, à l'image qu'ils vont renvoyer, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas aussi mettre ça un petit peu dans une forme de religion, une forme de croyance? Moi, ça me dérange pas de mettre en tout cas un petit peu dans cette case-là. Après, c'est ma vision. On y adhère pas. Mais en tout cas, peut-être que ces personnes aussi n'ont pas forcément été confrontées à quelque chose d'assez dur dans leur environnement. Moi, j'y ai été confronté de manière assez précoce, déjà par ma maladie. C'est vrai que, ayant été un enfant malade très tôt, cette notion de maladie, et bon, par le biais aussi de mon éducation, mon père était quelqu'un d'assez spirituel, avec certaines croyances, notamment, comme je l'ai dit, au niveau réincarnation, spiritualité, etc. Donc j'y ai été confronté très tôt à ce questionnement. Je me rappelle, étant enfant, avoir eu des moments dans mon lit, des fois quand je dormais pas, à me poser justement des questions, mais je devais avoir 8-9 ans, où je me disais, ah bah mes parents, un jour ils seront plus là, mais alors pourquoi? Qu'est-ce que je suis venu faire là? Pourquoi j'ai eu ces parents-là? Questionnement très tôt, peut-être trop tôt. Bon, en tout cas, c'était comme ça. C'est ma vie, c'est mon parcours de vie, et j'arrive plutôt maintenant, d'une certaine manière, à plutôt l'accepter dans son ensemble. Et c'est aussi ça le but, je pense, d'accepter. On a tous un parcours, un chemin différent, mais au final, toutes les routes mènent à Rome. Donc, même si on emprunte des chemins différents, est-ce qu'on ne devrait pas tous arriver d'une certaine manière à un point identique? Peut-être. En tout cas, on pourrait voir un petit peu cette image-là, et peut-être que ça parlera à certains, peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par Jung. Je trouve que c'est un sujet d'étude qui est très intéressant. En tout cas, la psychologie, la sociologie, savoir un petit peu comment notre cerveau fonctionne. Et c'est vrai que on a souvent tendance à parler d'équilibrer notre cerveau droit, notre cerveau gauche. Un cerveau droit plutôt décrit comme le cerveau des émotions, artistiques, etc. Et le cerveau donc gauche plutôt rationnel, des chiffres, et pourquoi pas aussi se dire équilibrer un petit peu notre cerveau antérieur, donc notre cerveau conscient, et notre cerveau postérieur, notre cerveau inconscient. Parce que si on prend l'image un petit peu pour avoir une bonne coordonnée GPS, pour avoir un bon point, savoir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, il est bon d'avoir un axe horizontal et un axe vertical, ou un axe est-ouest ou nord-sud. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait pas tendre à équilibrer un petit peu la même chose dans notre cerveau, pour avoir en sorte, être bien équilibré, avoir des bonnes coordonnées, à l'instar d'un mouvement un petit peu qui marche de manière gyroscopique, hein. Ok, on équilibre le cerveau droit, le cerveau gauche, c'est bien, mais pensez aussi à équilibrer un petit peu ce cerveau antérieur et ce cerveau postérieur, donc conscient, inconscient. Et ça, je vous partage aussi cette phrase très intéressante. L'esprit, le cerveau, l'intelligence est un petit peu vue
un couteau à double tranchant. Si on n'occupe pas son esprit, si on n'occupe pas son cerveau à couper quelque chose, à avoir un objectif, à avoir des buts, à avoir une direction à prendre. Une fois qu'il a tout coupé, si on lui donne plus rien à couper, qu'est-ce qu'il va couper? C'est nous qui va couper d'une certaine manière. Donc, on va s'auto faire mal tout seul si on lui donne pas un but, si on lui donne pas un objectif. Notre cerveau, notre tranchant, notre couteau, il va se mettre à nous couper nous-mêmes et à nous faire mal nous-mêmes, peut-être à induire des choses qui ne sont pas forcément réelles d'une certaine manière, mais comme on ne l'occupe pas, il s'occupe de nous d'une certaine manière. Donc, quand j'ai entendu cette phrase, je l'ai trouvée très intéressante et d'où l'importance un petit peu de travailler sur nous, de travailler à un but, de travailler à un objectif. Le fait de se documenter, de se cultiver, de mettre en pratique, d'exercer est un bon moyen d'occuper, je trouve, son esprit, d'où cette notion de conscient d'inconscient et de travailler un petit peu là-dessus. Ça peut être un objectif, quelque chose que vous donnez à votre cerveau à couper pour éviter de vous couper vous-même. Autre sujet qui est en rapport aussi, sur lequel vous pouvez vous documenter, vous instruire, et je vais essayer de développer au cours de vidéos dans cette chaîne, ça va être aussi l'aspect, et c'est un petit peu aussi en lien avec le thème du jour, donc conscient, inconscient, qui a trait au cerveau, c'est documentez-vous sur la neuroscience, sur des principes neuroscientifiques, sur le fonctionnement du cerveau. Donc là, c'est assez les bases, conscient, inconscient, mais le cerveau est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc documentez-vous sur la neuroscience, sur les fonctionnements du cerveau. Moi, j'essaierai de vous mettre des liens en vidéo. On a beaucoup de neuroscientifiques en France. Moi, c'est vrai que j'ai une certaine affinité avec un que je trouve très intéressant, un neuroscientifique français. Alors, il n'est pas que ça. Il a beaucoup de cordes à son arc. C'est Idriss Aberkan. Une de ses cordes, c'est d'avoir une formation de neuroscientifique. Et il fait des conférences, il propose des formations sur différentes plateformes, notamment Scanderia. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance du cerveau. Il a écrit des livres aussi. Son best-seller, c'est Libérer votre cerveau. Donc, il aime bien parler du cerveau. Il aime bien parler du fonctionnement du cerveau, comment celui-ci a tendance à se comporter. Toujours, si on garde cette notion de comparaison avec un système informatique, quels sont les programmes un petit peu qu'on a d'installer, comment on peut un petit peu travailler sur ces programmes, en désinstaller certains, ou en tout cas faire des mises à jour pour qu'ils fonctionnent un petit peu mieux. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres de neuroscientifiques français ou européens, étrangers, etc. Mais en tout cas, documentez-vous sur la neuroscience, comment fonctionne votre cerveau. Et même si on ne connaît pas tout, on commence à en connaître de plus en plus sur son fonctionnement, mais on est loin de tout connaître. C'est un organe, c'est un système très, très, très complexe. Plus on se documente, plus on s'informe, mieux c'est. En tout cas, moi, c'est ma vision, et du moment où l'on est jusqu'au moment où l'on meurt, pour moi, un des buts, entre autres, de la vie, c'est de toujours continuer d'en apprendre, d'être dans l'apprentissage, de toujours rester curieux de notre environnement, du monde dans lequel on vit, des connaissances, etc. Et du moment où on est persuadé un petit peu à un moment de tout savoir, est-ce que ce serait pas d'une certaine manière un petit peu le déclin? On n'est plus un petit peu cet enfant en quête de savoir, en quête de connaissances. On se dit, non, c'est bon, là, j'ai plus rien à apprendre. Est-ce que ce serait pas un petit peu néfaste pour nous-mêmes, alors qu'on soit pas forcément toujours en mode apprentissage et qu'on s'octroie des périodes? Moi, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je vais me documenter sur plein de sujets différents. Je vais choisir un sujet, je vais le pousser un petit peu, puis à un moment donné, à l'instar d'une éponge, j'arrive à un moment de saturation, et pendant un certain laps de temps derrière, je vais juste écouter de la musique ou écouter des choses qui me font rire, des comiques, etc., des podcasts plutôt basiques, de tout et de rien. Et je vais plus trop, parce que mon cerveau n'est plus apte, il est arrivé à un niveau de trop plein, un peu d'alterner des phases d'apprentissage, puis des phases de stagnation, voire d'une certaine manière, on pourrait voir un petit peu de régression, même si c'est pas vraiment de la régression, mais plus de calme, de poser, je laisse un peu poser, assimiler les choses, digérer. En tout cas, moi, c'est ma vision, et j'espère garder cet état d'esprit jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à le fait de fermer définitivement mes yeux. Et en plus de Carl Gustav Jung, que moi je vous invite à vous documenter sur sa vie, il y a un autre documentaire, une autre série documentaire que je trouve très intéressante et que j'aime beaucoup, qui est disponible sur Disney+, dans la rubrique National Geographic Channel. C'est l'émission Brain Games, qui est une série documentaire de plusieurs saisons, de plusieurs épisodes, où en fait,
par le biais d'expériences cognitives, par le biais de différents types d'expériences. On va mettre en avant des fonctionnements du cerveau, ce que notre cerveau peut occulter d'une certaine manière, voire d'une autre, de manière consciente, inconsciente, etc. Enfin, c'est vraiment une émission que je trouve très intéressante et je vous invite à la regarder si vous ne connaissez pas. Voilà, l'émission Brain Games. Vraiment un puits de connaissances et c'est vraiment très ludique. On peut refaire les exercices en même temps que l'émission. Alors pour finir cette vidéo, j'ai commencé par une citation comme souvent et là j'aimerais aussi finir par des citations. Notre conscience est un organe d'essence informationnelle généré par l'inconscient, mais c'est une si petite partie de notre information propre, si restreinte et limitée dans ses capacités à percevoir la réalité dans sa globalité, que cela donne l'impression de regarder le monde par le trou d'une serrure. Notion de différence entre ce qu'on est persuadé de savoir à notre conscient, alors que l'inconscient est beaucoup plus vaste. Autre citation. Alors là, on revient sur Jung. Les dernières seront de Jung parce que je trouve qu'elles sont vraiment, en tout cas, et c'était un petit peu le personnage central de cette vidéo. Après, j'aurais pu prendre d'autres personnes. Je me répète, j'aime bien Jung. J'ai une sensibilité avec ses travaux. Je me permets de finir avec quelques citations. Ce qu'on ne veut pas voir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. Donc voilà, cette notion aussi de, on peut vouloir d'une certaine manière regarder à gauche pour ne pas voir à droite ou regarder à droite pour ne pas voir à gauche ou à l'instar des autruches mettre la tête dans le sable pour ne pas voir. La vie, notre destin d'une certaine manière, nous forcera à voir les choses, à prendre conscience de certaines choses, chacun ayant un chemin qui lui est propre, mais le but étant d'arriver à Rome. Prenez le chemin que vous voulez, écartez-vous-en si vous voulez, mais à un moment donné, la vie, par différents biais, par différents moyens qu'elle a, nous ramènera un petit peu dans notre chemin qui nous est le plus adapté. Autre citation de Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Notion un petit peu d'alternance entre c'est bien de rêver, de regarder à l'extérieur, mais à un moment donné, il faut s'éveiller, regarder à l'intérieur, voir un petit peu ses défauts, ses qualités, sa part d'ombre, sa part de lumière, etc. Son inconscient, on pourrait le voir aussi comme ça, tout ce qui est un petit peu inconscient, il est bon d'apprendre un petit peu à le regarder, à s'éveiller. Voilà, c'est un petit peu une connotation peut-être un petit peu plus spirituelle. Les gens un petit peu bercés par la spiritualité aiment bien employer ce terme, le fait de cette notion de je suis éveillé. Si on veut rester un petit peu plus rationnel, le fait déjà de dire je suis conscient de mon inconscient, en tout cas d'une partie de mon inconscient, parce que c'est tellement vaste que est-ce qu'on peut en venir à bout? Je ne sais pas, mais en tout cas sûrement pas. Mais en tout cas, plus on va en prendre conscience, plus ce sera bénéfique pour nous, et donc certains pourront dire plus ils seront éveillés. Autre petite citation, toujours de Jung, on va finir avec Jung, hein. Il en a fait énormément de citations et qui, moi, me parlent énormément et j'espère qu'elles vous parleront aussi d'une certaine manière. Il n'y a pas de prise de conscience qui ne se fasse sans douleur. Et aussi cette notion qu'on va aborder dans d'autres vidéos, il est bien d'en parler gentiment, de faire un bref intermède, c'est cette notion de rien ne s'obtient sans rien d'une certaine manière. Et des fois, une prise de conscience, quelle qu'elle soit, peut faire un petit peu mal mentalement, peut faire un petit peu mal émotionnellement, peut faire un petit peu mal énergétiquement, physiquement. Voilà, une prise de conscience peut agrémenter d'autres conséquences, pas forcément attendues, mais même Jung le disait, et ça c'est quelque chose de connu, un principe connu, on n'a rien sans rien. Et donc là, lui, il l'a dit de cette manière-là, il n'y a pas de prise de conscience qui ne fasse pas sans douleur. Après, il y a différents types de douleurs, mais il faut être un petit peu conscient de ça. Ça peut faire un petit peu mal, toujours du donnant-donnant. Et il en sortira forcément quelque chose de bien derrière, mais ça peut être un peu inconfortable pendant un certain laps de temps. Tout dépend de la prise de conscience. Et c'est pour ça aussi qu'il est bon d'y aller progressivement en fonction de différents facteurs. Déjà, en fonction de son état d'esprit et en fonction de ses capacités énergétiques, physiques, émotionnelles, mentales. Si vous êtes déjà un petit peu fatigué à différents niveaux, il faut peut-être faire attention à une trop grosse prise de conscience, à un trop gros travail sur certaines choses. Autre citation de Jung, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans sa propre
obscurité. Notion d'aller illuminer, de plonger un petit peu dans la noirceur, quelle qu'elle soit, nos peurs, nos faiblesses, notre inconscient, nos doutes, nos angoisses, tout ce qui va être un petit peu à connotation noire, négative, mais il est bon d'y aller de temps en temps, d'aller y faire un petit tour pour en sortir, pour les illuminer de l'intérieur. Voilà cette notion d'aller mettre un petit peu en lumière certaines noirceurs que l'on peut avoir à l'intérieur. Et on peut mettre noirceur à plein de niveaux différents. J'ai voulu, donc comme je vous l'ai dit, finir par ces petites citations. J'espère qu'elles vous auront parlé, j'espère qu'elles auront peut-être attisé une certaine forme de curiosité ou ça vous aura fait un petit crépitement, petite sensation quelle qu'elle soit dans votre corps ou des petits frissonnements. Ça peut être le cas en fonction de sa sensibilité. Et c'est pour ça que je vous souhaite une bonne journée et un bon équilibrage. À bientôt. Merci pour votre écoute et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.